Moteur! Allons-y! Moteur! Évidemment, ces sons sourds, comme vous le savez, si vous étiez à l'écoute lundi, vous savez que je suis en train de vous parler d'un film qu'il faut absolument voir, un film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, qui a été primé à Cannes, et ça n'était pas galvaudé, parce que c'est un film d'une grande intelligence. C'est surtout ça qui est le plus important, parce que ça parle de la Shoah, certes, mais rien n'est visible, et c'est peut-être parce que ça n'est pas visible que ça devient terriblement horrible à supporter, mais en même temps, c'est pas un film qui fait pleurer dans les chaumières, c'est un film qui oblige à réfléchir. Ah bah oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on sait encore réfléchir de nos jours? Bon, alors donc vous l'avez compris, ça se passe dans la zone d'intérêt, c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, cette zone qui évidemment c'est tout ce périmètre qui se trouve autour des camps d'Auschwitz, de Birkenau, et donc au pied de ce mur qui entourait ces camps de destruction massive, eh bien il y avait une villa qui était habitée par une famille formidable, exactement d'ailleurs à un moment Edwige, la femme, va dire ah mais écoute, nous vivons comme Hitler le demande, hein, c'est-à-dire c'est une belle famille avec des enfants blonds, etc., etc. Et donc elle est tellement contente de ce jardin qu'elle fait venir sa mère et donc elle visite le jardin. Et là cette visite est glaçante parce que il y a des fleurs en pagaille et alors elle explique que justement elles sentent bon, c'est formidable, les roses, les machins. Bon, on sait pertinemment c'était la réalité, mais c'était pour que ces odeurs de fleurs camouflent les odeurs qui sortaient du four crématoire. Et en même temps, sont des fleurs de toutes les couleurs. C'est-à-dire, voilà, on est dans quelque chose oui, que je dis, c'est édénique. Il y a même à un moment un gros plan, il y a un beau dahlia, sauf que quand même, le réalisateur met quelques petits indices qui nous glacent un petit peu. Notamment, il y a un gros plan d'un très beau dahlia, rouge, et tout d'un coup, clac, plan qui suit, cut, très court, mais qui existe, l'écran est rouge. Rouge, mort. Ah oui, la couleur rouge, c'est quand même à la fois la vie et la mort. Donc, il y a le dahlia de la fleur, mais il y a le rouge du sang et de la mort. Et puis, au milieu des fleurs, il y a une petite coccinelle, même, vous voyez jusqu'où on va. La coccinelle, comme vous le savez, symbole du bonheur. Voilà. Donc, et derrière eux, le mur. Le mur, et dépassant le mirador, un fourneau, et puis c'est surtout les sons. Des cris, de la détresse, quoi. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on est constamment avec ces gens derrière le mur, oui, c'est le son qui nous envahit complètement. Et ce qui est absolument incroyable, mais vrai, les habitants de cette ville-là, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Alors, cette famille va même recevoir des paquets. Et des paquets, alors elle ouvre, on lui amène des paquets, elle les ouvre, et puis elle dit « Ah ben ça, ce sont des nécessaires pour les enfants ». Puis d'un coup, elle reçoit un manteau de fourrure, alors elle les sert, écoutez, ça avait l'air de lui aller, donc elle dit, il y a juste un petit ourlet à refaire, etc., etc. Elle explique à ses petites copines, qui habitent là aussi, et dont les officiers, dont les maris sont dans le camp de concentration pour aider à brûler les Juifs, les Polonais, et puis les Hongrois, enfin, etc., etc. Elle explique qu'elle a trouvé des diamants, alors ça l'amuse beaucoup, ça, elle a trouvé des diamants dans un dentifrice. Alors évidemment, tout cela est récupéré, nettoyé, utilisé sans état d'âme. Et la maison est très propre. Les chaussures du colonel sont cirées. Le repas est servi. Le jardin est magnifique. Il y a même une piscine. C'est exceptionnel. Et tout cela, grâce aux voisins juifs, parce que c'est eux qui viennent continuellement. Ils passent, eux, le mur pour venir faire que la famille soit heureuse dans cette ville-là. On s'aperçoit aussi que les Juifs sont utilisés pour des besoins quelquefois crapuleux, si vous voyez ce que je veux dire, du colonel. Et alors, il y a quand même une scène qui est même un peu grotesque et en même temps, c'est terrible parce qu'on ne trouve pas les mots pour exprimer ça. Quand il a fait sa petite affaire, si je puis dire, il passe par tout un dédale, vous voyez, on sent bien que c'est compliqué, mais enfin bon, il veut pas qu'on le voit, non, et il va tout d'un coup se laver dans un lavabo qui se trouve, je sais pas, au 3e sous-sol ou je ne sais où, et ça dure un moment, hein. Ça, il est très propre. Il est très propre, le colonel. Et alors évidemment, il est devenu un colonel parce qu'il a pris du galon, parce qu'il est formidable. C'est comme un chef d'entreprise.
il augmente le rendement, voilà. Mais en même temps, il aime ses enfants. Il leur permet de jouer d'ailleurs avec des dents. Oui. Il y en a qui jouent aux osselets, etc. Lui, c'est les dents qui restent du four crématoire et les enfants s'amusent avec des dents. En revanche, à un moment, ils sont, lui et ses enfants, au bord de lui. Lui, il est en train de pêcher et eux se baignent dans la rivière qui passe là. Et tout d'un coup, il découvre des rejets des incinérations qui flottent. Alors là, quand même, il s'affole un peu, il va vite les rechercher pour les sortir de l'eau. C'est à ces petites touches qu'on se dit que c'est d'autant plus terrible que ça n'est pas manichéen. On n'est pas ou tout mauvais ou tout bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le colonel, évidemment, il fait son travail. Il est félicité. D'ailleurs, dans les procès, quand on reprochera à ses officiers d'avoir commis toutes ces horreurs, il va dire qu'ils étaient aux ordres de Hitler. Et c'est vrai. Et en même temps, je me dis que dans le film, quand je regarde le film, parce que c'est ça je suis pas en train de faire un cours d'histoire, je suis en train de parler du film. Il y a 2 plans à la fin qui peuvent nous intriguer. Parce qu'il a donc été appelé, on l'a félicité dans le haut commandement, donc il y va. Alors là, c'est une séquence où tous les gens sont en robe du soir, machin, il y a beaucoup d'or. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la vie qu'il mène, quand même, bien que la maison soit très sympathique, ça va avec les fleurs, on va dire. Mais il y a là, le réalisateur a mis 2 plans identiques, qui le montrent en train de descendre pour rejoindre là où il habite, c'est-à-dire sa maison à Auschwitz. Il quitte le haut commandement. 2 plans identiques, il descend un escalier, et au tournant d'un escalier, il y a un plan où il vomit, et le même plan, repris juste après, il ne vomit plus. Donc cette dualité existe sûrement chez cet homme. En tout cas, c'est ce que le réalisateur semble nous montrer. J'obéis aux ordres, et cela me donne la nausée. Et d'ailleurs, en plus de ça, c'est aussi, on peut l'analyser de 1001 façons. Depuis que sa cadence a augmenté, il tue le plus de juifs possible, et qu'il est donc félicité. En contrepoint, il est toujours habillé de blanc. Voilà. Alors après, moi, je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sûrement. En revanche, ce qu'il faut dire, si on a non pas des doutes, parce que c'est quand même, on a toujours le choix dans la vie. On peut faire autrement. Il y en a une qui est quand même, mais une horreur absolue, c'est sa femme. Edwige, elle est dans cette zone d'intérêt, elle y a trouvé son intérêt. Et quand lui, son mari, colonel, est muté quelque part parce qu'on s'aperçoit que il faut qu'il avance en galon, etc., elle veut pas quitter cette zone d'intérêt. Elle ne veut pas. Et alors il y a un plan extraordinaire parce qu'ils sont tous les deux en train de discuter sur le bord. Ils s'attendaient pas du tout à ça, à ce qu'elle ne le suive pas. Eh bien, ils sont là tous les deux plantés à 1 mètre l'un de l'autre. Ils sont filmés de dos. Ils sont face au fleuve et ils sont tous les deux les bras croisés. Donc c'est très signifiant. Et Edwige, parce qu'elle trouve que c'est formidable. Regardez, elle a une piscine, des fleurs, des enfants, machin. Bon. Il faut savoir quand même que la vérité vraie, si je puis dire, c'est une garce, une sacrée garce. Parce que dans l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire véritablement, mais Edwige, qui a existé, donc Edwige Heuss, je crois que c'était le 8 mars 1946, elle se fait arrêter et avec ses enfants et on veut les expulser en Sibérie. Eh bien, pour ne pas être expulsée en Sibérie, elle n'hésite pas à dénoncer son mari, et qui va être évidemment mis en prison, récupéré 3 jours après, le 11, et il sera torturé et pendu. Donc voilà le personnage de Edwige, qui en plus de ça, on le voit bien à un certain moment, sa mère qui est venue la voir, pour voir la maison formidable, elle lui dit « Écoute, tu t'en es bien sorti. » Donc d'où sortait-elle, je n'en sais rien. Ce qui est sûr quand même, puisque je parle de la mère, il faut quand même dire que la mère, qui vient dormir là, dans la nuit, elle a du mal à dormir. Elle ouvre une fenêtre, ou en tout cas un rideau, et elle voit le ciel rougeoyant. Ben oui, c'est le four qui flambe, quoi. Voilà. Et donc, dès le lendemain, elle n'est plus là. Elle part, et elle a laissé simplement une lettre
à sa fille. Et que fait sa fille ? Sa fille prend la lettre, la lit. Nous ne saurons jamais ce qu'il y avait dans la lettre. Mais ce qui est sûr, c'est que la fille brûle la lettre. Voilà. Donc tout ça est intéressant. Ça veut dire quand même, il y a quelques personnes qui ont senti qu'il y avait quand même un problème gravissime. Et quand je disais que le colonel, lui, il aime ses enfants, à un moment, il y a un plan où on voit sa fille a du mal à dormir. Une jeune enfant, hein, une jeune fille. Et donc, il la prend dans ses bras et il va la coucher et il lui lit des histoires pour l'endormir. Il lui lit quoi ? Des histoires de Gretel et Hansel. Vous savez, ce livre d'enfants extrêmement classique qui ici prend de l'importance. Parce que vous vous souvenez, enfin moi je connais pas forcément bien l'histoire, je m'en souviens plus en tout cas, j'avais entendu parler. Gretel et Hansel sont des enfants qui vont se battre contre la méchanceté d'une sorcière, que l'on va finir par brûler. Vous voyez, donc, je veux dire, on n'a pas choisi n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant dans le film, évidemment. Et cette histoire, au moment précis où il est en train de lire, il a donc sa voix off qui lit cette histoire, il y a sur l'image, à l'image, ça se double d'images en négatif. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Une enfant qui vient mettre des pommes, comme dans le conte où c'était du sucre, pour essayer de brûler la sorcière, la méchanceté, supprimer la méchanceté. Donc il y a évidemment une cohérence, une concordance dans cette histoire. Ça veut dire que la poésie, le conte, est en négatif. Donc c'est des images, c'est-à-dire que tout ça doit rester dans l'ombre. On n'a pas le droit de réfléchir. Interdiction de réfléchir et de penser à autre chose, évidemment. Donc, je trouve que c'est un film qui, vous le voyez, est plein de finesse, plein d'intelligence. Alors moi, au début, quand j'ai vu le film à Cannes, ma première réaction, je me suis dit, c'est cette gamine. Comme elle peut pas dormir, on lui a raconté cette histoire et elle se voit en train de rêver. C'est inconsciemment, elle sent bien que derrière le mur, il se passe des horreurs et que elle, comme les gamines du conte, elle va aller leur porter des pommes pour qu'ils puissent se sauver. Voilà. Après, je me suis dit, personne n'en parle, personne le dit. Alors, est-ce que peut-être c'est moi qui ai extrapolé, j'en sais rien. En tout cas, je vous livre mon point de vue comme ça. Et enfin, la fin du film va nous replonger dans une atmosphère sonore, comme un peu au début, mais ça efface la famille allemande et ça nous laisse avec la douleur, l'atrocité de ces années ignobles. Donc c'est un film vraisemblablement qui restera comme un film à montrer, pour que l'on puisse réfléchir au mal, que chacun puisse réfléchir au mal, et surtout un mal qui peut devenir banal. Et ça, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Je ne sais pas, on peut extrapoler, mais on peut réfléchir à tout ça. Donc vous l'avez compris, c'est un film d'une grande importance, d'une très grande importance. Voilà. Et donc pour terminer, nous allons écouter encore le début du film, qui nous plonge dans cette espèce de stupeur où il y a à la fois un mélange d'oiseaux formidables qui sentent le printemps, et puis ces heures sombres et ces bruits qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, il faut dire que la bande-son est particulièrement réussie. Voilà, parce que c'est ça, on ne peut pas l'oublier. C'est elle qui nous transporte. Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel. Die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die mir